L'Afrique concentre tous les maux, la pauvreté, les guerres, la corruption, l'analphabétisme, l'anarchie, les détournements, les dynasties dictatoriales, les famines, le manque d'infrastructures. La moitié de la population n'a pas de carte d'identité, ni d'accès d'eau, ni d'accès à l'eau potable et à l'électricité, et encore moins à la santé. En peu de temps, cette région est devenue l'épicentre mondial du djihadisme qui s'est accaparé de nombreux pays faillis, et le changement climatique ravage tous les moyens d'habitat et de subsistance au moment où la démographie explose. C'est ça l'Afrique. Vous êtes sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il s'appelle Serge Éric Meunier. Il est un consultant franco-camerounais, essayiste, écrivain. Pour lui, l'Afrique va mal, très mal. Tout est à refaire. Sa croissance, c'est du pipeau. Le dynamisme de son économie et de sa jeunesse, c'est du pipeau. Sa démographie, c'est plus un problème qu'une solution. Il en est tellement convaincu qu'il a consacré un livre à la question, un livre au titre évocateur. L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du 21e siècle? L'incroyable déni de l'afro-optimisme, publié aux éditions Biblio Monde. Il est notre invité pour évoquer le contenu de son livre, les problématiques abordées et éventuellement les solutions qu'il propose. Serge Éric Meunier, bienvenue. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Richard, très content d'être ici. Votre livre est angoissant. Quand on est de bonne humeur et qu'on le lit, on paie sa bonne humeur. Voici ce que vous dites, Serge Éric Meunier, dans votre livre. L'Afrique concentre tous les maux, la pauvreté, les guerres, la corruption, l'analphabétisme, l'anarchie, les détournements, les dynasties dictatoriales, les famines, le manque d'infrastructures. La moitié de la population n'a pas de carte d'identité, ni d'accès d'eau, ni d'accès à l'eau potable et à l'électricité, et encore moins à la santé. En peu de temps, cette région est devenue l'épicentre mondial du djihadisme qui s'est accaparé de nombreux pays faillis, et le changement climatique ravage tous les moyens d'habitat et de subsistance au moment où la démographie explose. C'est ça l'Afrique de 2025? C'est l'Afrique si on l'affronte, si on ose l'affronter telle qu'elle est, c'est ça l'Afrique. Si on sort de la façon plutôt embellie dont la presse procède pour en parler, oui, c'est ça l'Afrique. C'est-à-dire qu'un pays, une région, pardon, où plusieurs pays n'ont quasiment pas évolué. C'est-à-dire que Pensez-vous? sur plusieurs plans, oui. Tout le monde dit que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Vous n'y croyez pas du tout? Non, du tout, parce que c'est une création médiatique en fait. Beaucoup de gens ont intérêt à propager ce discours de l'Afrique qui va bien, en réalité. Et ça remonte à très longtemps. C'est-à-dire que tout part au moment du sommet de Bandung, quand Oui. les pays commencent à être indépendants, et donc la fin progressive des colonisations. Donc il y a un espoir qui naît. Et ce qui est assez naturel, on se dit effectivement un pays disposant de tous les moyens propres pour agir va pouvoir se développer. Ça paraît évident pour tout le monde. Mais sauf qu'en réalité, les choses se passent différemment dans la réalité. C'est-à-dire que tous les pays qui ont été indépendants entre 1945 et 1960 n'ont pas suivi la même trajectoire. C'est-à-dire que le sud-est asiatique a pris une tangente et l'Afrique, par exemple, a pris une autre. C'est-à-dire que les courbes se sont complètement séparées. On va parler concrètement et on va y aller méthodiquement. Serge Éric Meunier, en 2024, l'Afrique, c'est le continent qui a connu le plus de croissance. 4,2 de taux de croissance, selon le FMI. Juste derrière l'Asie, 5,1 de taux de croissance. Vous, ces chiffres-là ne vous disent rien du tout. Les PIB dans plusieurs pays africains ont sensiblement évolué. Vous prenez un pays comme le Nigeria, c'est 400 milliards de dollars de PIB. Et ces chiffres-là masquent, selon vous, une misère véritable? Oui. Oui, c'est un très bon exemple.
parce que c'est très bien de commencer par là, parce qu'on a toujours regardé cet indicateur Oui. justement pour parler de l'Afrique. Or, cet indicateur n'est pas pertinent pour l'Afrique, parce que l'Afrique produit quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le PIB? Produit intérieur brut. C'est ça. En français, en anglais, GDP, Yeah. Global Domestic Product. C'est ça. C'est les biens qu'on produit. Oui. Donc, qu'est-ce que l'Afrique produit? On produit rien du tout? Les matières premières Oui. et les produits agricoles d'exportation dits exotiques. Cacao, café, thé, etc. Ça, c'est ce que l'Afrique produit. Or, avec ça, on ne crée pas une vraie richesse, parce que la matière première reste très peu coûteuse en réalité. Parce que les matières premières, par exemple, minières qui sont exploitées en Afrique, c'est des investisseurs qui ramènent le capital. Oui. Ils ramènent ensuite les compétences techniques. Donc, ils extraient des La minerais. matière première, bien sûr. Voilà, il est tout à fait normal qu'ils se payent en premier par rapport aux gains obtenus et que la part la moins importante revienne aux pays africains. Parce que la matière première en elle-même, elle ne vaut rien. Si elle n'est pas transformée, elle n'a pas une vraie valeur. C'est pas exceptionnel. Alors c'est Et très le problème est là. intéressant. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour évaluer la richesse des pays africains, on ne se base que sur un indicateur qui est biaisé. Parce que la richesse africaine se mesure sur la valeur de ce qu'elle a vendu, de ce qui est sorti de son sol, dont certains ne lui appartiennent même pas, parce que parfois certains pays l'ont engagé sur plusieurs années C'est pour ça. avoir des crédits. C'est hypothéqué Voilà. sur des décennies. Donc cet indicateur est complètement faux. C'est très intéressant ce que vous dites, Serge et Eric. Et Meunier, vous dites les indicateurs sont les standards sur lesquels on se base pour nous évaluer, pour évaluer nos richesses, sont des standards étrangers qui ne sont pas adaptés au continent. Tout à fait. Mais par rapport à la question des matières premières, vous le savez, dans les années 80, face à la faillite de nombreux États africains, le FMI et la Banque mondiale ont mis en place les PAS, les programmes d'ajustement structurel. On vous fait des prêts, pardon. Vous allez essayer de limiter certaines dépenses, mais puisque vous devez nous rembourser, il vous faut laisser de côté les cultures vivrières et produire les cultures de rente, coton, cacao, café, etc. Ben, avions-nous le choix? Oui, parce que les pays du sud-est asiatique n'ont pas suivi ce chemin. C'est-à-dire qu'ils ont opté pour autre chose. Tout part de là. Moi, je trouve qu'il y a deux choses fondamentales pour un pays, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, c'est vrai, les institutions et la gouvernance. Pour moi, c'est tout le reste, les matières premières. Il y a les chercheurs américains et anglais, dans l'anglosphère, ils ont souvent tendance à utiliser un outil d'analyse où, effectivement, on compare les pays qui réussissent et les pays qui ne réussissent pas en utilisant deux variables. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle un uncontrolled variables, c'est-à-dire les variables qu'on ne peut pas contrôler, les matières premières, l'histoire, la géographie. Et de l'autre côté, controlled variables, là, effectivement, on a la démocratie, l'appétit à la dette et à la gouvernance. Et on se rend compte que sur les control variables, les pays qui réussissent sont ceux qui ont mis ces sujets au cœur de leur processus, la question de la projet. Gouvernance, de la démocratie, etc. C'est ça le levier principal. C'est ça qui construit un pays. Les matières premières, peu importe. Les pays les plus riches aujourd'hui n'ont pas bâti leur richesse sur les matières premières. C'est-à-dire que c'est la tête. C'est dans la tête. Donc tout vient de là. C'est comment la société est organisée. Moi, j'ai adoré l'an dernier quand Daron Acemoglu a reçu le prix Nobel, parce que moi, quand j'ai lu Why Nation Fell pour la première fois, je me suis dit enfin un vrai économiste. Et vous l'avez repris Et ici, je l'ai repris dans le livre. Oui. Acemoglu, mais il dit une chose. Lorsque, je le cite, lorsque vous combinez des régimes pourris, des élites exploiteuses et des institutions égoïstes avec des États fragiles et décentralisés, vous avez quelque chose de proche d'une prescription pour la pauvreté, les conflits et même l'échec pur et simple. Tout simplement. J'ai trouvé qu'il était brillant. La partie où il traite de l'Afrique est extraordinaire. Il faut relire ce livre. Du coup, j'ai relu quand il a reçu son prix. C'est quelqu'un de très généreux. Ça se lit très facilement d'ailleurs. Il n'y a pas un abus de chiffres, etc. Il explique très bien les choses. Il y a un autre concept qu'il développe là dans le livre, effectivement, c'est les économies inclusives
et les économies exclusives, et plutôt extractives. Les extractives, c'est là où on retrouve beaucoup de pays africains. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est qu'il faut juste extraire de la richesse qui va entre les mains d'une petite élite qui défend ses intérêts pour maintenir, pour perpétuer les avantages qu'elle a de par sa position. Et l'autre façon de voir les choses avec des dynamiques inclusives, c'est de promouvoir la démocratie, la transparence, une meilleure répartition des biens, etc. Et il prend l'exemple de Mobutu, par exemple. Lui, quand il arrive au pouvoir, la première chose pour lui à faire, c'est de construire un grand aéroport assez grand pour pouvoir accueillir des Boeing, etc., dans sa ville natale, etc. Donc, il a de l'énergie, il a de l'argent pour faire des choses, mais il le consacre pour son bien personnel, plutôt que de penser à l'ensemble. Et à l'intérêt général. À l'intérêt général, ce que les autres pays ont fait. Et en Afrique, il a le génie de citer un pays africain qui a fait ce qu'aucun autre pays africain n'a fait. C'est-à-dire qu'en sorti les indépendances au Botswana, oui. Il y a le Botswana avec le président Kama, Ian Kama. Voilà, qui sort des indépendances. Il est entouré de suprémacistes blancs. Et malgré tout, il ne se dit pas un seul instant « je ne vais pas suivre la voie de ces gens parce qu'ils me détestent ou je déteste ». C'est-à-dire, il se dit « je vais faire quelque chose qui marche ». Il se met à appliquer des politiques plutôt libérales et pro-business, la construction des routes, etc., des écoles. C'est le pays qui n'avait quasiment pas de route. Il y avait une seule route, et en partant du Zimbabwe, quand on part du Zimbabwe vers le Botswana, il y avait une espèce de pancarte sur la route qui disait quand vous allez dans cette direction, il n'y a plus rien. Et la plaque, a priori, elle existe encore, elle est toujours là. Et il a fait de son pays quelque chose en exploitant, en gérant mieux la rente. Sur place, un grand pays avec à peine 2 millions d'habitants, un très bon niveau de vie qui est comparable à celui de l'Espagne ou du Portugal en termes de PIB par habitant, que très peu de gens savent. Et il a réussi à faire ça alors qu'il partait très loin, il était très peu avantagé, il avait pas mal d'influences assez négatives autour de lui. Et il a fait ce qu'il fallait. Contrairement à d'autres pays qui avaient plus d'avantages, comme la RDC qui faisait l'objet de convoitises partout, qui n'a pas su exploiter ce potentiel pour se développer, et il y est encore aujourd'hui. C'est très intéressant, l'exemple du président botswanais que vous prenez, et Ian Kama, notamment ce qui concerne la gouvernance et la gouvernance démocratique. Il était tellement respectueux des règles et des principes que lui-même a accepté d'écourter son propre mandat pour aller se reposer dans son village. Et il dit, moi je ne veux pas m'éterniser au pouvoir, je préfère aller élever des vaches dans mon village, et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Mais des Ian Kama, il y en a d'autres sur le continent. Vous prenez un pays comme le Ghana. Le Ghana est un pays démocratique. Vous avez la Tanzanie, Jakarta Kikwete est parti de façon démocratique. J'aurais pu citer Chissano du Mozambique. Il y a, et récemment, George Weah qui a respecté les règles du jeu et qui est parti avant même que les résultats définitifs ne soient proclamés. Il appelle son challenger, il les félicite. Mais il y a des pays quand même qui, en matière de... Pourquoi vous mettez tout le monde dans un même sac? Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Le fait qu'il y ait 54 pays en Afrique et qu'il y ait beaucoup d'acteurs, je n'ai pas envie de m'étendre trop longtemps là-dessus. J'essaie de me focaliser sur une tendance générale, c'est-à-dire que la lame de fond reste quand même des problèmes de gouvernance, des problèmes démocratiques. Effectivement, de temps en temps, on peut observer des comportements différents. Là, le Sénégal en a fait brillamment la preuve, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, j'arrive pas à comprendre que cette histoire n'est pas retentie plus que ça. C'est tellement brillant, ils étaient en prison quelques jours à peine. Il y a la Cour suprême qui a résisté à une tentative de manipulation, et on a ce résultat. C'est brillant, c'est-à-dire que c'est digne des très grandes démocraties ce qui s'est passé là-bas. Donc il y a des choses qui se font. Mais de façon globale. Le tableau reste noir. C'est ça le problème, c'est-à-dire que vous avez un enfant, votre enfant qui va à l'école, et effectivement il a 17 en sport, et sur toutes les autres matières il a 0. Oui, il a 17 en sport, et c'est très bien. Après, il reste 10 matières, et il a 0.
voilà, on se contente de ça en se disant, bah, c'est tout ça le problème. Et même l'exemple de l'enfant me parle aussi, parce que ça correspond à ce qu'on a de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a peur de dire certaines choses, il y a une certaine culpabilité à parler des sujets de l'Afrique, que ce soit des Africains ou des gens d'ailleurs, c'est-à-dire on a peur de blesser, on a peur de choquer, il y a une espèce d'interdit, de totem, où, voilà, et je pense que c'est pas rendre service à l'Afrique, ça fait 60 ans qu'on le fait, de continuer dans ce sens. Nous étions 100 millions en 1900. Nous serons 2,5 milliards en 2050. Et pour vous, c'est plus un problème qu'une solution. C'est la folie qui pend au nez du monde. Ça, c'est. Il ne faut pas faire des enfants. Il faut en faire. Il faut en faire. D'ailleurs, les Japonais actuellement, les Sud-Coréens, les Singapouriens diraient, les Français, les Danois, les Suédois diraient, il faut en faire. Parce qu'eux, ils sont dans la position où il n'y a pas assez d'enfants. Et ils sont dans des systèmes où c'est plutôt dynamique. C'est-à-dire que s'il y a plus d'enfants, les économies structurées ont ceci de bénéfique que plus la population augmente, les structures faisant, le système s'adapte. C'est plutôt dynamique et enrichissant. Contrairement aux pays pauvres où il n'y a pas de structure et d'organisation, plus il y a d'enfants, plus on multiplie les problèmes. Et c'est ça qui se produit en Afrique. C'est-à-dire que là, il y a une croissance démographique qui galope. Voilà, c'est un vrai problème. Comment résorber ça? C'est-à-dire qu'à côté, il y a des emplois à créer, il n'y en a pas déjà assez. Depuis 1980, le FMI et la Banque mondiale estimaient qu'il fallait à peu près chaque année 16 millions d'emplois créés pour absorber l'arrivée de la population africaine. Depuis 1980, l'Afrique n'a jamais créé en une année plus de 3 millions d'emplois. Là, on est au stade où la population va doubler. Ouais. Ça va être incroyable. Je n'imagine même pas ce qui va se passer. À côté de ça, c'est une bombe. C'est une bombe. Il faut des infrastructures, les hôpitaux, où est-ce que les gens vont se soigner, les écoles, etc. Ouais. Et vous le dites. Et bon, il vous arrive de voir des points positifs quand même dans l'histoire, et vous dites, page 140 de votre livre parlant justement de la ZLECAf, cette zone de libre-échange qui est rentrée en vigueur depuis quelques petites années. Le potentiel de la ZLECAf, écrivez-vous Serge Éric Meunier, est immense, mais pour que ce projet porte ses fruits, il doit être accompagné d'infrastructures logistiques efficaces, de simplification administrative et de politiques qui facilitent les échanges entre pays voisins. Oui, je trouve que c'est un moyen ça peut répondre à plusieurs problèmes que rencontre l'Afrique actuellement et qui vont bombes. Moi, je trouve que les sujets qui attendent l'Afrique sont assez explosifs. Aux vrais sujets qui arrivent, l'explosion démographique, le changement climatique, l'explosion de la pauvreté, la violence, dont on est... La question climatique, on est... Oui. C'est pas nous les responsables, on est d'accord. Oui. Bon, mais après, ça ne change rien au fait qu'on subit les conséquences. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait y répondre de toute façon. Ah oui. Et là, en ouvrant, en ayant un système où les gens peuvent se déplacer, peuvent commercer librement, on peut créer des pôles dynamiques au-delà de l'influence des présidents eux-mêmes. C'est-à-dire que même s'il y a des gouvernances médiocres, les gens, par la façon dont ils échangent, le lien qu'il y a entre les populations, peuvent créer comme ça des pôles, des pays, des régions. Des dynamiques parallèles. Effectivement, on peut imaginer qu'il y ait certains endroits où se créent des espèces de mini-États-Unis africains, parce que l'économie est beaucoup plus dynamique de ce côté, parce que les gens s'y sentent beaucoup mieux, parce que l'offre de sécurité est meilleure, etc. En ce sens, je trouve ça très intéressant. Et moi, de l'autre côté, ma position, je suis plutôt libéral dans l'économie. Moins il y a de contraintes, mieux l'économie se porte. Et si les gens se déplacent assez facilement en Europe et aux États-Unis, parce que toutes les frontières ont été abolies, ça permet aussi de dynamiser les échanges. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que on a un problème dans les pays africains, les gens se déplacent très peu. Oui. La mobilité est vraiment effectivement limitée. Moi, quand je vivais à Zanzibar, il y a des gens qui me demandaient, quand ils apprenaient que j'étais originaire du Cameroun, ils me demandaient est-ce qu'au Cameroun on vit comme nous, ici? Et moi, je trouvais ça dingue. Je me disais, mais en réalité, moi, je vis à Paris, je vivais avant à New York, c'est vous qui
qui est plutôt ici, censé me dire comment on vit au Cameroun et à côté, même si je suis originaire. Et donc c'est ça, les gens se déplacent très peu, et en termes de ressources financières, c'est important. C'est-à-dire que le tourisme intra-régional apporte énormément d'argent. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent se créer autour de ce projet de la SLECAF. Et il faudra accepter quelque chose qui me paraît essentiel, c'est d'avoir un discours très franc avec les Africains qui ont encore beaucoup de mal à l'idée qu'un voisin puisse entrer dans un pays sans avoir à justifier quoi que ce soit. Ça reste encore assez conflictuel. Moi, je me souviens quand l'idée a germé dès le début, il y a déjà l'Afrique du Sud et le Nigeria où les réticences ont commencé à apparaître et les violences que certains ont rencontrées me laissent penser que ça ne va pas être assez simple non plus. Un peu optimiste quand même. Plutôt optimiste, l'idée est très bonne. Moi, c'est la bonne nouvelle de cette émission. Je la soutiens énormément, oui. Ouais. Après, et si l'Afrique refusait le développement de la Camerounaise Assel Kabou, qui expose les difficultés immenses que rencontre ce continent, c'est encore un autre Camerounais qui nous sort ce livre. L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du 21e siècle, l'incroyable déni de l'afro-optimisme. Merci Serge Eric Meunier d'avoir été notre invité. Mesdames et messieurs.